si l'attaque de l'aéroport de Niamey n'était pas un simple incident sécuritaire, et si ce n'était pas un acte isolé, mais un message envoyé au Niger et à l'Alliance des États du Sahel. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. En fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Depuis l'annonce officielle, une phrase résonne comme une bombe politique. Le Niger accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est une simple coïncidence, une manipulation ou un début d'une guerre invisible contre un bloc africain qui refuse désormais de se soumettre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une attaque qui est en jeu, c'est un affrontement de vision. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait changer ta perception de l'Afrique de l'Ouest. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Qu'est-ce qui se passe au Niger? La famille, tout est sous contrôle. Les FDS sont en train de faire le ratissage. Le Niger triomphera toujours. Zéro distraction, zéro panique. Les gens vont vous faire peur, car c'est dans la panique qu'on perd le contrôle. Et ne tombez pas dans ce piège. Restons lucides. Le Niger a ses ressources, son peuple, sa souveraineté et une histoire de résilience. Ceux qui misent sur la peur oublient que la véritable puissance ne se mesure pas à l'intimidation, mais à la capacité de tenir ferme, de protéger ce qui nous appartient et de transformer chaque pression en force. Nous détaillerons ce qui s'est passé tout à l'heure, mais n'oubliez jamais qu'Orano, qui fait le bras de fer avec le Niger, n'est pas simplement un acteur industriel. Orano est le bras économique et stratégique de la France en Afrique. Le Niger, avec son uranium, n'est pas un simple pays producteur aux yeux des Occidentaux. Il est considéré comme une pièce maîtresse dans l'échiquier nucléaire français. L'uranium nigérien alimente depuis toujours une partie du parc nucléaire hexagonal et derrière cette dépendance se cache une logique de puissance où, attention, l'énergie devient autant une arme qu'une ressource. C'est pour ça que la France a soutenu ou toléré les anciens régimes, ignoré des dérives autoritaires, voire manipulé des groupes armés pour garantir la sécurité des sites miniers. Ces acteurs sont capables de mener des interventions discrètes, des pressions diplomatiques lourdes ou même des opérations ciblées pour récupérer cet uranium. Restons vigilants. Il n'y a rien
tout est sous contrôle. Depuis la naissance de l'AES, quelque chose s'est brisé dans l'ordre traditionnel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays qui ont décidé de rompre avec les systèmes qu'ils considèrent comme injustes. Pendant des décennies, l'Afrique a été présentée comme fragile, dépendante et incapable de réfléchir seule. Mais l'AES a choisi une autre voie, une voie dangereuse, une voie risquée et une voie radicale. Dit non à certaines influences, et en particulier l'influence de la France au niveau de l'AES. Dit non à certaines alliances et dit non à l'ordre établi. Dans la géopolitique mondiale, dit non n'est jamais gratuit. Un aéroport n'est pas une cible anodine. C'est un symbole de souveraineté, un centre stratégique et un point vital pour un État. Quand un aéroport est attaqué, ce n'est plus seulement une question de sécurité. C'est un message politique, un message adressé au pouvoir, un message adressé au peuple et un message adressé aux alliés. Après l'attaque, le Niger fait une déclaration qui secoue toute la région. Les autorités nigériennes affirment que des puissances étrangères et certains pays voisins seraient impliqués. Mais attention, ce sont des accusations politiques simples. C'est pas un verdict judiciaire. Mais une question reste explosive. Pourquoi ces pays sont-ils cités? Imagine un pays qui décide de s'émanciper. Il refuse certaines bases militaires. Il remet en cause ses accords anciens. Il change des partenaires. Résultat, pression diplomatique, isolement médiatique, tension régionale. Dans l'histoire mondiale, ce scénario s'est répété des dizaines de fois. Quand un pays refuse de jouer selon les règles, il devient une anomalie. Et les anomalies dérangent toujours. Le Niger est-il devenu cette anomalie? Dans la vision de l'AES, l'attaque de Niamey n'est pas un hasard. Pour l'Alliance, chaque crise a un contexte et chaque conflit a un intérêt. Et de même, chaque attaque a une logique. Le Niger affirme aujourd'hui une chose. Il ne veut plus être un pion dans un jeu qui le dépasse. Pour l'AES, la question n'est pas seulement sécuritaire. Elle est politique, économique et symbolique. Parce que contrôler un pays ne passe pas seulement par les armes. Cela passe par l'économie, l'information, les alliances. Alors pourquoi l'AES dérange autant? La réponse est tout simple. Parce qu'elle remet en cause l'équilibre ancien. Un équilibre où l'Afrique dépend de l'extérieur. Un équilibre où les décisions se prennent ailleurs. Et un équilibre où les ressources africaines profitent à d'autres. Et si l'AES réussit, ce modèle s'effondre. Et si ce modèle s'effondre, les rapports de force changent. Pour certaines puissances, ce n'est pas acceptable. Pas parce que l'AES est dangereuse, mais parce qu'elle est imprévisible. Quand le Niger cite le Bénin, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas anodin. Ces pays représentent des alliances régionales, des partenaires militaires, des choix politiques. Dans la logique de l'AES, la région est divisée en deux visions. Ceux qui veulent maintenir l'ordre ancien d'un côté et ceux qui veulent transformer d'un autre côté. Et le Niger se situe clairement dans le deuxième camp. Et vu que le Niger se situe dans le deuxième camp, alors dans toute transformation, il y a des résistances. Pour le peuple nigérien, cette attaque n'est pas une simple information. C'est une peur, une colère et un doute. Pendant longtemps, les peuples africains ont se dit sans comprendre. Aujourd'hui, ils posent des questions qui profitent de l'instabilité et qui gagnent réellement quand l'Afrique est faible. Et quand un peuple commence à poser ces questions, il devient une force politique. Dans la zone AES, l'attaque de Niamey est interprétée comme un signal adressé à un bloc africain qui refuse désormais de se plier. Pour l'AES, le message est clair, l'indépendance a un prix. Mais la réponse de l'Alliance est tout aussi claire. Il refuse de reculer. Dans cette logique, l'AES ne se voit pas comme un bloc militaire. Il se voit comme un projet politique, un projet africain et un projet de rupture. Alors si la tension continue, l'Afrique de l'Ouest pourrait entrer dans une nouvelle phase. Une phase où les alliances traditionnelles ne fonctionnent plus. Une phase où les blocs s'opposent. Une phase où chaque pays doit choisir son camp. Ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre d'influence. Et dans ce type de guerre, l'information est une arme principale. Aujourd'hui, l'AES est à un moment critique. Soit elle recule, soit elle assume son choix. L'attaque de Niamey peut être interprétée de plusieurs façons. Un incident sécuritaire, une provocation politique, un signal géopolitique. Mais une chose est certaine, le Niger n'est plus seul. Le Mali observe, le Burkina analyse et le monde regarde. Alors que faut-il comprendre de l'attaque de Niamey? Le Niger exagère-t-il ou révèle-t-il une réalité que beaucoup préfèrent ignorer? Parce que si l'AES échoue, ce n'est pas seulement une alliance qui tombe, c'est l'idée d'une Afrique souveraine qui s'effondre. Mais si l'AES résiste, alors l'Afrique de l'Ouest ne sera plus jamais la même. Alors c'est vous les spectateurs qui décidez si le contenu sera vu par d'autres ou pas. N'hésitez donc pas à partager massivement le contenu pour que d'autres puissent découvrir. On se dit à quelques instants dans la prochaine vidéo. Peace.